l'amour du pays natal et du Nord à la Provence. On le chante, et c'est normal. Pourquoi, à mon tour, j'ai la chance de chanter un petit coin pour moi sans égal. Oh, dis, ferme pas la porte qu'on entende un peu ce qu'ils disent. Dis, qui est-ce qui chante là? C'est Mirard de Montpellier. Et il chante quoi? Je sais pas. Avance, avance, avance. Dans les années 2010, plusieurs personnes, des essayistes notamment, ou des journalistes, donc on va avoir Éric Zemmour, on va avoir Laurent Deutsch, on va avoir Dimitri Casali, ils proposent, soit dans leurs livres, soit dans les émissions télé, etc., une narration de l'histoire de France dont la caractéristique est la prééminence de l'Ancien Régime, la prééminence de l'histoire pré-révolutionnaire et donc pré-républicaine. Donc ça, c'est vraiment extrêmement fort, je dirais nouveau. Alors il y a toute une tradition d'une histoire plutôt monarchique, bien sûr, liée à l'extrême droite, depuis le 19e siècle, ça c'est très clair. Mais disons qu'on soit dans cette narration-là, dans des émissions grand public, ça c'est nouveau. Ce sont des personnes qui considèrent que le politiquement correct domine la société, mais en fait, vu la vente de leurs livres et les émissions qu'ils ont, ils sont quand même extrêmement présents sur la scène publique, médiatique. Et donc, ils véhiculent une narration de l'histoire de France qui est portée souvent sur des grands personnages et souvent sur des personnages de la France pré-républicaine. Donc, vraiment, le trait dominant de cette histoire-là, c'est l'effacement de l'histoire de la République. Et c'est ça la grande caractéristique aussi de l'histoire identitaire. C'est de considérer qu'il faut être centré sur le national et la nation, mais qu'il faut aussi être centré plutôt sur une période monarchique et donc pré-républicaine, que la Révolution française c'est juste une histoire de violence, que c'est un déchaînement des passions. Donc il y a une délégitimation considérable de l'histoire de la Révolution française. Et puis la récupération et l'instrumentalisation de quelqu'un comme Lavis, par exemple. Donc il y a une réédition du manuel de Lavis et Dimitri Casali fait la suite à partir de 1939. Et donc c'est une réédition qui va connaître un certain succès, une histoire de France. Et il va considérer qu'il faut faire finalement de l'histoire à la Lavis qui disait il faut aimer l'histoire de France comme il faut aimer la France, etc. etc. Alors que on est tellement loin d'un point de vue historiographique de cette vision-là, bon, c'est quand même, on est vraiment à contre-courant des évolutions, des travaux historiques sur l'histoire de France. Et donc se mêle à ça une vision tout à fait nostalgique, ce qui est lié aussi à la narration centrée sur la monarchie. Donc on est dans une nostalgie aussi portée sur la nation française pré-républicaine. C'est même pas une nostalgie sur le début du XXe siècle, non. Et lié à l'immigration, on voit bien que c'est aussi une France identitaire qui est mise en avant, qui est valorisée, qui est narrée, qui est racontée. C'est aussi une France blanche. Il y a aussi cette dimension-là. C'est aussi une France blanche. Alors on ne veut pas voir les colonies d'ailleurs. Pour eux, ça n'existe pas. Enfin, une France à la fois pré-républicaine, mais où on se situe avant les migrations du 19e siècle et encore plus du 20e et fin 20e siècle. Ça, c'est très clair. Ce récit de la France lié à des racines chrétiennes est tout à fait lié à une vision de la France qui est projetée aujourd'hui, une vision de la France qu'il faudrait rendre homogène du point de vue religieux. Et donc on projette sur le passé une difficulté à vivre cette société justement multiculturelle et multiconfessionnelle. Donc ça, c'est très clair. Donc on va revendiquer une identité de la France à travers ses racines chrétiennes, comme si finalement la France se définissait à travers leur discours, à travers justement ça, cette dimension des racines chrétiennes, et que en dehors de cette définition, la France n'est plus la France, alors que justement, c'est tout le processus des constructions nationales et des histoires nationales, ce sont des processus en construction, en réélaboration. Et là, le récit national est utilisé justement en termes d'identité pour considérer qu'en fait,
l'identité de la France se situe ici, dans ce passé-là des racines chrétiennes. Et que finalement, tout le reste n'est qu'une sorte de décadence, jusqu'à aujourd'hui. Et donc on est à la fois anti-immigration, mais anti-islam, bien sûr. C'est aussi la religion qui est visée, là, c'est la religion musulmane, c'est très clair. On a toujours, depuis la fin des années 70, en fait, ce pôle autour de si on touche à l'histoire de France, on touche à l'identité de la France. L'école ne joue pas son rôle. Elle est en train de détruire l'histoire de France et donc l'identité nationale, et donc la France. Donc c'est très clair dans leur rhétorique. Donc ils considèrent que l'école fait partie du politiquement correct, de ceux qui veulent brader l'histoire française, rompre avec les racines chrétiennes de la France. Donc on a tout ce discours-là qui se met en place. On n'est pas à l'époque dans une vision dite complotiste, mais en considérant quand même que l'État finalement organise cette occultation des racines chrétiennes de la France, et notamment en intégrant d'autres histoires dans les programmes scolaires. Et donc là, il y a à la fois 2015 toute une polémique sur l'histoire de l'immigration, qui est retirée de l'école primaire, du programme de l'école primaire. Et puis on a toute une polémique au niveau des programmes de collège, aussi sur la présence de civilisations africaines dans les programmes de 5e, ça c'était 2008, et où on voit en fait une réaction très forte de ces, moi ce que j'appelle des identitaires, si vous voulez, qui considèrent que justement l'histoire doit être associée à la défense d'une identité, donc c'est pour ça que je les appelle des identitaires, considèrent qu'en fait non seulement l'école ne joue pas son rôle, mais qu'au contraire, c'est par elle que on est en train de faire disparaître l'histoire nationale et donc l'identité de la France. La nation, les citoyens, qu'est-ce que c'est que tout ça? La nation, c'est la réunion fraternelle de tous les Français. C'est vous, tiens, c'est moi. Ce sont les gens qui passent dans la rue. Et les citoyens sont les gens qui composent cette nation. Mais je n'ai rien à faire avec tous ces gens-là. C'est une nouvelle religion que je ne saurais admettre. La laïcité n'est pas anti-religieuse. Elle cherche l'équilibre entre les droits de ceux qui croient et les droits de ceux qui ne croient pas. Et pour ceux qui croient, de toutes les options spirituelles, de toutes les religions. C'est une loi très moderne qui respecte à égalité le non-croyant et le croyant. Toutes les options spirituelles sont autorisées, sont protégées. La séparation, avant il y avait des cultes reconnus, donc ils étaient favorisés, puisqu'il y avait des cultes qui avaient un financement, d'autres qui ne l'avaient pas, et puis ceux qui n'étaient pas croyants, même leurs impôts allaient à des cultes. Ce qui, aux États-Unis, est inacceptable. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la clause dans la Constitution américaine de ce qu'on appelle le non-establishment, c'est-à-dire que l'idée que vos impôts, quand vous n'êtes pas croyant, aillent à des religions, c'est inacceptable. Et c'est ce qui se passait avant 1905. Et ça ne se produit plus. Donc, la séparation crée la neutralité de l'État vis-à-vis de toutes les options spirituelles. L'État lui-même se déclare agnostique, mais il n'est pas, je dirais, areligieux plus qu'agnostique. C'est-à-dire qu'il ne prend pas position sur l'existence de Dieu, et ça c'est tout à fait nouveau dans l'histoire de France. La liberté d'opinion, c'est le droit à l'irrespect. Alors que la laïcité organise un respect de toutes les options spirituelles. Il y a des cadres, vous n'avez pas le droit de faire, justement, vous n'avez pas le droit de faire pression. C'est pas le cas dans l'opinion. L'opinion, elle est libre. Et elle est le droit à l'irrespect. Alors que vous n'avez pas, dans le cas de la laïcité, il y a une limitation de vos actions pour ne pas faire pression sur la conscience ou la liberté des cultes d'autrui. Le délit de blasphème était, sous l'Ancien Régime, punissable jusqu'à la mort. Et c'est ce qui est arrivé à un jeune homme, le chevalier de la Barre, 19 ans. Il est mis en cause parce que, à la suite d'une tempête dans la ville d'Abbeville, le crucifix sur un pont s'est un peu affaissé. Et on recherche, on lance un appel à la population, savoir qui aurait fait ce crime. On ne trouve rien, personne n'a rien vu, c'était la nuit, mais on dénonce un groupe de 4 jeunes qui auraient, à la suite d'une soirée bien arrosée, un peu fait des choses, vomi ou pissé sur un crucifix dans un cimetière, ou bien ne se seraient pas découverts devant une procession. Tous ces jeunes fuient la justice, sauf le jeune chevalier de la Barre qui dit « moi je ne risque rien, j'ai rien fait ». Eh ben il est condamné à mort, après avoir été torturé, les os brisés un par un, la tête coupée, et son corps brûlé sur un bûcher sur lequel on a, avec une épée sur son corps, fixé
le dictionnaire philosophique de Voltaire, avant de le mettre au bûcher. Cette affaire provoque un émoi exceptionnel dans tout le pays. Voltaire prend la plume, et dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est dit, dans 2 articles de la Déclaration, il est garanti la liberté d'opinion, même religieuse. Et ensuite, dans le premier code pénal, alors il y aura des allers-retours, etc., mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est ce que dit en 1807 le grand juriste de la Révolution, Merlin de Douai, dans le grand dictionnaire de jurisprudence. Il dit aujourd'hui encore, c'est-à-dire plus de 40 ans après les faits, la France tremble encore du martyre imposé aux chevaliers de la barre. Donc c'est un tel traumatisme collectif que, en réaction, le peuple français et ses représentants décident, c'est terminé. On va pouvoir dire tout ce qu'on veut sur la religion, y compris en rire, etc. On sort donc de la régulation religieuse de la parole, la liberté d'opinion totale, par rapport à la laïcité. C'est un lien, parce qu'évidemment c'est la suppression d'un contrôle religieux sur la parole. Mais du point de vue du droit, c'est tout à fait l'opposé. Mais il est clair que cette liberté de critiquer, de caricaturer, de la religion nous vient de cet événement qui a marqué la France de l'époque, et des générations encore, puisque à l'occasion du centenaire de la mort de Voltaire, dans un grand discours au peuple parisien, Victor Hugo rappelle et décrit ce martyre du chevalier de la barre. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Un nouveau récit au XIXe siècle paraît notamment de par le travail des historiens qui vont prendre la Révolution française comme un héritage extrêmement important et finalement fondateur. Et ces historiens qu'on appelait les libéraux, Augustin Thierry par exemple, et donc dans la même veine Jules Michelet, vont associer l'histoire de France à différentes origines qui ne sont plus strictement religieuses comme auparavant. Et quand je dis auparavant, en fait, vous avez toujours une autre narration, un autre récit national qui continue pourtant et qui est plutôt justement très chrétien, avec des origines nationales qui font remonter au baptême de Clovis, par exemple. Et là, du côté des libéraux, on va avoir le fameux « Nos ancêtres les Gaulois ». Donc on est sur un autre point d'origine historique, et puis surtout on est sur une autre intrigue. C'est-à-dire que l'intrigue portée par les historiens libéraux au XIXe siècle, c'est plutôt de voir justement le peuple français, et c'est pas pour rien que Michelet carrément écrit un livre sur le peuple. C'est le peuple français qui est moteur de sa propre histoire et qui va former la nation et qui va former l'unité nationale à travers différents soulèvements, différentes émancipations qui seront au Moyen-Âge les serfs, ensuite les bourgeois jusqu'à la Révolution française. Et il considère que la Révolution française de 89 puis celle de 1830 est vraiment justement l'aboutissement de l'unité de la nation. Ce nouveau récit au XIXe siècle qui est créé notamment justement par les historiens, qui va être repris en grande partie par l'école, aussi par le scolaire à la fin du XIXe siècle, donc là on est avec les débuts de la Troisième République. Et en même temps, si vous voulez, on a aussi un autre type de récit qui est plutôt le récit qu'on pourrait appeler providentialiste, qui continue, qui perdure au XIXe siècle, qui est porté là aussi par des historiens ou par des revues, mais plutôt de type clérical, ultramontaniste, comme on dit, dans les années 1850-60 par exemple, donc plutôt porté vers justement un régime avec un fondement catholique très fort. Et là, on est dans une narration type providentialiste, qui considère qu'en fait la nation française a été élue par Dieu, que ce qui peut lui arriver, donc son unité a été réalisée à travers à la fois les rois, mais aussi la volonté divine, la volonté de Dieu. Et donc c'est là où on voit fleurir également une terminologie qui est la France, fille de la religion en fait, et fille de Dieu. Donc on va avoir cette dimension-là aussi qui est de dire, eh bien, la France a un destin particulier, n'est pas une nation comme une autre, et dans cette destinée particulière, eh bien, cette particularité se dessine à travers le fait qu'elle a été choisie par Dieu pour s'unifier, pour accomplir un destin très particulier. Voilà. Donc on a ces deux, si vous voulez, ces deux lignes narratives, ces deux mises en récit de la France qui se confrontent, c'est une confrontation tout au long du XIXe siècle.
En fait, le courant religieux est quand même dominant au sein de l'instruction scolaire pendant toute une très grande partie du 19e siècle. Et en fait, ce n'est que dans les années 1880 qu'on va retirer à l'école qui devient laïque, évidemment, à travers les lois Jules Ferry du début des années 1880, où on va retirer les cours d'instruction religieuse, ce qui correspond aussi à une autre façon de raconter l'histoire de France, où vous avez un récit qui devient une synthèse. En fait, c'est une narration qui fait la synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution, et donc l'héritage révolutionnaire. Donc l'une des grandes figures, évidemment, de cette synthèse, c'est Ernest Lavis, qui est à la fois un historien proche de Gabriel Monod, qui a fondé la revue de synthèse historique quelques années auparavant. Et donc on est dans ce courant historiographique qui veut faire de l'histoire une science, déjà, donc qui veut reposer cette discipline sur une dimension scientifique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc il y a une ambition scientifique. Et d'un point de vue narratif, ils vont s'atteler à écrire une histoire de France qui est à la fois le contre-pied de cet héritage dit providentialiste, donc on n'est plus du tout dans un récit providentialiste où l'œuvre de la nation serait l'œuvre de Dieu, mais on est dans un héritage qui fait la synthèse entre l'apport de l'Ancien Régime, avec les dynasties, notamment les dynasties monarchiques, avec les bons rois, c'est là où on va voir fleurir justement des figures de Saint-Louis, à côté de rendant la justice sous son chêne, de François Ier, de Henri IV, donc des rois qui vont être considérés comme bons, avec des figures exemplaires en fait pour les enfants. Et on est dans la République, on est bien pourtant dans le récit républicain, mais on a vraiment une synthèse entre cette dynastie royale et l'héritage révolutionnaire, où on a effectivement toute une approche de la Révolution comme justement ayant accompli des progrès humains. Donc voilà, donc ça c'est ce qui va tisser en fait ce fameux récit de la Troisième République qui va poursuivre sa route jusqu'aux années 1950-60 en fait. Allons chercher la boulangère et le boulanger et le petit métro. Les femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain. Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur. On peut prendre l'exemple des manifestations de femmes du 5-6 octobre 1789. Dans les manuels scolaires, on voit l'image, on apprend ça aux élèves, etc. Mais en fait, ce qu'on leur dit pas, c'est que ça a été fondamental dans l'histoire de la Révolution française. Parce qu'en allant manifester à Versailles, ces femmes de la Halle, mais pas seulement, elles étaient 5 ou 6 000 peut-être, elles ont en fait conduit à ce que la famille royale et l'ensemble des assemblées, des clubs, etc., reviennent sur Paris. Et donc ça a changé la géographie, l'espace politique de la Révolution française, au moment de la Révolution française, puisqu'à ce moment-là, donc les députés, les clubs, la monarchie étaient sous les yeux et le contrôle par certains moments du peuple parisien. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mis en avant. Donc ça fait partie des choses qui sont occultées, on peut dire. Et on a complètement sous-estimé les femmes qui ont pu être armées d'une façon générale. Dans toute l'histoire de France, chaque fois que les femmes prennent des armes, on sous-estime ou on dénie ou on critique ce rôle-là. C'est le cas par exemple pendant la Commune. La raison pour laquelle les communardes ont été traduites en conseil de guerre et pour certaines condamnées, c'était justement qu'elles avaient pris les armes, qu'elles avaient pris les uniformes, c'est-à-dire qu'elles étaient sorties de leur sexe, si je peux dire, pour adopter un rôle qui n'était pas le leur, auquel elles n'avaient pas droit. Ça contrevenait complètement aux normes sociales, et c'est quelque chose qu'on voit sur la longue durée de l'histoire de France. En fait, l'occultation des femmes du récit national, elle démontre en creux les figures héroïques, les figures exemplaires qui ont fait la France. C'est-à-dire qu'on va effectivement considérer que un certain nombre de figures, et toujours les mêmes, plutôt militaires, ont assuré la survie de la France par les armes, et qu'en fait, la France ne doit son salut et ne doit son devenir que grâce à ces figures-là, qui sont plutôt effectivement des figures masculines, puisque plutôt des figures combattantes.
Alors, on va un petit peu réviser quand même cet aspect-là et cette notion-là, mais on ne se sort pas finalement de cette lecture très genrée qui consiste à considérer que même si on fait entrer au Panthéon des figures comme Voltaire, donc qui sont pas militaires pour le coup, et parce qu'on va considérer que en fait la nation française se réalise et se déploie et se développe à travers des figures intellectuelles, on va dire, et pas simplement militaires, eh bien, on va effectivement mettre encore une fois de côté les femmes. Et là, on est dans une représentation, je dirais, un schéma et un imaginaire social propre à cette époque-là, qui effectivement considère les femmes comme des mineurs et comme des personnes qui ne peuvent pas accomplir, en fait, qui ne sont pas, je dirais, dans la capacité. C'est le discours, évidemment, là. Ils ne sont pas dans la capacité de faire accomplir à la France un destin. Et qui ne sont pas dans la capacité, en fait, de faire accomplir à la France sa place dans le monde et sa destinée, qui est l'accomplissement du progrès de genre humain. Donc, en creux, effectivement, elles ne sont pas là, puisqu'on ne les considère pas capables d'assumer ce rôle-là. Les supports du récit national, il y a toute la littérature jeunesse, et donc il y a ce fameux livre Le Tour de France qui va être lu par des millions de Français sur plusieurs générations, qui a un succès considérable, qui est écrit par Augustine Fouillé, sauf qu'elle prend un pseudonyme, et donc à travers Bruno, on va effectivement penser qu'il s'agit d'un homme. Donc on a cette invisibilisation à travers la structuration d'un récit qui va porter vraiment, qui va vraiment constituer un vrai support au récit national. Le Tour de France, c'est vraiment considérable. Donc cet exemple qui est très important d'Augustine Fouillé, mais qui est donc masqué en fait, qui est invisibilisé. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Je me suis intéressée à quelque chose qui ne m'avait pas jusqu'à présent passionné, c'était les armées napoléoniennes. Et qu'est-ce qui était resté des histoires des armées napoléoniennes, des victoires, voire des défaites comme la défaite de Russie, et qu'est-ce qui était complètement absent. Et c'est là que j'ai trouvé au moins 2 événements. Il y a eu en Calabre une bataille, donc avec à la fois les Napolitains et puis le roi de Sicile, c'était le royaume de Naples et de Sicile. Et en Calabre, il y a eu des viols, des massacres, et il y a des lettres de soldats qui racontent ça à leur mère. J'étais absolument sidéré de lire dans ce livre, donc il portait là-dessus, sur la campagne de Calabre. Et à ce moment-là, j'ai fait le raisonnement suivant. J'avais entendu parler et appris à mes élèves ce qui s'était passé en Espagne et au Portugal. C'est-à-dire on connaissait les défaites donc en Espagne et au Portugal. On étudie le tableau de Goya, par exemple, dans les lycées, etc. Mais en fait, ce qui a disparu de l'histoire, c'était tout ce qui était révolte populaire, qui avait défait les armées napoléoniennes très tôt. C'est une autre histoire, si vous voulez, de l'histoire des armées napoléoniennes qu'on peut faire ici. Des gens qui n'ont pas accepté l'occupation, qui n'ont pas accepté. Alors, à Saint-Domingue, c'était une question raciale, qui était domination des Blancs, d'une toute petite minorité de Blancs sur une grande majorité de Noirs, dont une bonne partie était esclave, et qui a donné naissance à la République de Haïti en 1804. C'est-à-dire la défaite de Vertières, la défaite des armées napoléoniennes devant une armée qu'on appelait l'armée indigène, à la fois de noirs et de libres de couleur, qui donc sont battus contre l'armée napoléonienne et qui l'ont défaite. En Calabre, c'est des gens qui n'ont pas supporté le traitement justement fait à leurs filles, à leurs femmes, par les soldats qui se servaient en plus, qui pillaient, enfin, il y a un comportement d'armée, quoi. Ça a été pareil en Espagne et au Portugal en 1808-1809. C'est cette autre histoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut gommer la bataille d'Austerlitz, par exemple. Absolument pas. Mais c'est un ensemble qu'il faut étudier. Alors, on peut ajouter aussi l'Égypte, encore plus tôt. La victoire en chantant nous
Le récit nationaliste, c'est pas juste une figure de style, c'est pas juste une narration, c'est vraiment quelque chose qui nourrit un imaginaire. Eric Hobsbawm, Anne-Marie Thiès, Bénédicte Anderson ont travaillé là-dessus, évidemment, il y a une quarantaine d'années en gros, ont bien montré ça. Donc c'est vraiment une affaire d'imaginaire collectif, à la fois politique, social. L'apport de la monarchie, donc l'apport de l'histoire de l'Ancien Régime et des conquêtes napoléoniennes, permet aussi de nourrir ce récit, pourtant républicain encore une fois, dans l'idée de grandeur, dans l'idée de puissance, dans l'idée de grandeur, dans l'idée de l'extension territoriale. Ça, c'est aussi une donnée fondamentale dans cette construction du récit national de la France, c'est de considérer qu'en fait, depuis le Moyen-Âge, vous avez un État-nation, évidemment, donc on est aussi dans la construction de l'État-nation, un État-nation qui s'est étendu de plus en plus, comme si finalement de cette extension dépendait sa perpétuation, moi ce que j'appelle effectivement sa perpétuation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un récit, il y a toute une configuration de sens autour de cette nation française existe à travers son unité et sa capacité à avoir intégré différentes parties qui n'était pas du royaume de l'État français, évidemment, on pense à la Bourgogne, à la Bretagne, au Languedoc, etc. Et que donc, en fait, ce récit républicain se construit à travers cette notion-là de l'unité à travers l'intégration, mais quand je dis intégration, c'est l'assimilation d'une diversité à l'intérieur d'une grandeur, à l'intérieur d'une puissance, à l'intérieur d'une extension territoriale. Et que finalement, la nation française est destinée effectivement à s'étendre, à étendre son territoire, et finalement, de cette extension dépend sa perpétuation. Il y a quelque chose de cet imaginaire-là, là on est vraiment dans l'imaginaire politique et social, à travers le récit national, et donc on a un imaginaire qui se construit autour de cette idée que finalement la France ne peut continuer à vivre que en finalement s'étendant, en étendant ses territoires. Et donc, avec les conquêtes napoléoniennes, on est tout à fait dans cette optique-là, et donc il faut rendre hommage à Napoléon. On est vraiment sur cette configuration narrative. La structure narrative nationale, à ce moment-là, toujours dans cette période républicaine, en fait, de la Troisième République, se fonde aussi sur la vie des hommes illustres, en fait. Et sur l'idée qu'en fait, ce sont les grands hommes, et on va retrouver cette rhétorique des grands hommes, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les grands hommes qui font l'histoire, et pas le peuple, et pas les masses. Disons que ce récit républicain va prendre en compte cette dimension, je dirais, plus aristocratique, plus monarchique, autour de la vie des hommes illustres, parce que, il faut bien le dire, c'est la plupart du temps des hommes, à part Jeanne d'Arc, on a vraiment des figures masculines, et qui reposent sur une conception de l'histoire très très précise, qui est, ce ne sont pas les collectifs qui font l'histoire, ce sont les individus. Et donc dans les individus, ce sont des personnes qui vont accomplir, encore une fois, le progrès du genre humain, qui vont accomplir l'unité de la France, etc. etc. Donc avec les conquêtes napoléoniennes, on est aussi sur ce récit, sur ce type narratif-là, qui est un homme qui va effectivement conduire la France à s'étendre. Et on va gommer les aspérités, et les aspérités évidemment, c'est quoi ? C'est le rétablissement de l'esclavage, c'est la défaite militaire contre les esclaves, c'est la naissance de la République de Haïti, et donc ça, on va évidemment gommer tous ces aspects-là, qui participent d'une histoire populaire, et on va garder justement le souvenir de l'empereur qui fait la France à travers ses exploits et à travers son génie. Donc il y a cette question du génie français qui s'incarne dans différentes personnes. Napoléon fait partie de cette incarnation de ce qu'on a appelé, et encore aujourd'hui, le génie français. Nous étions à ce moment-là mineurs pour nos droits, comme nous disions, majeurs pour nos fautes, interdites et incapables devant la loi, sans aucun droit de la citoyenneté. Sous Bonaparte, puis Napoléon Ier, le Code civil de 1804 instaure une relation patriarcale dans la famille, avec une domination du père de famille sur sa femme et sur les enfants. Et donc ça, c'est aussi fondamental. Alors, ce qu'on ne dit pas toujours du Code civil, c'est que c'est pour les femmes mariées, parce que les célibataires ou les veuves avaient d'autres droits, parce qu'elles n'étaient plus sous la responsabilité d'un homme, donc du mari. Et donc ça aussi, c'est jusqu'aux années 1970 qu'il y a cette domination
maritale, on peut dire, sur la famille. Vive la nation! Vive le roi! Vive la nation! Vive le roi! Nous qui n'avons pas d'histoire. La Troisième République a eu une attitude tout à fait paradoxale, puisque elle a développé, enfin les républicains, et essentiellement d'ailleurs ce sont les protestants qui étaient donc au pouvoir à l'instruction publique, ont développé des écoles pour les filles, avec des programmes quasiment identiques, en tout cas à l'école primaire. Il y avait quelques bricoles sur les travaux manuels, etc., mais globalement c'était les mêmes. Et d'ailleurs l'architecture scolaire, on voit encore des écoles construites à la fin du 19e, où on voit d'un côté école de garçons, de l'autre côté école des filles, dans une parfaite symétrie. Donc on penserait qu'il y a justement, et ces écoles représentent quelque chose dans l'identité nationale de la République. Donc on penserait qu'il y a une égalité, si on voit les bâtiments, et si on regarde les programmes aussi, globalement, qu'il y a une égalité entre filles et garçons. Mais en réalité, c'est la conception même de la femme, donc des filles devenues femmes, comme uniquement mères des citoyens, et qui ne sont pas donc citoyennes à part entière, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à la nation, elles font partie de l'identité nationale, mais elles n'ont pas les droits de citoyenneté. Et c'est une erreur qui est souvent faite dans les livres, de dire qu'en France, avec la République, on confond nationalité, citoyenneté. Ce qui n'est pas vrai. Elles sont de nationalité française, les femmes, mais elles n'ont pas la citoyenneté, la pleine citoyenneté, au moins jusqu'en 1944, en tout cas pour les métropolitaines. Donc qui obtiennent le droit de vote et d'éligibilité par l'ordonnance qui organise les nouveaux pouvoirs après l'État français de Pétain. Et donc cette question est liée très profondément à la question laïque, où effectivement on émancipe les filles, mais on les émancipe pour les remettre dans un rôle de mère de la nation, au sens mère de la patrie, c'est-à-dire qu'elles éduquent les futurs citoyens. Donc elles n'ont pas de droit politique pour cela, elles n'ont pas les pleins droits de citoyenneté. Les Algériens autochtones, ils ont la nationalité française depuis 1865. Ils n'ont strictement aucun droit de citoyenneté réel, puisqu'ils ont le code de l'indigénat, enfin le régime de l'indigénat. C'est justement en comparant, en connaissant bien la question de l'histoire des femmes, que j'ai compris plus cette histoire coloniale, du statut de gens qui étaient de nationalité française. C'est là qu'on distingue nationalité et identité nationale, parce qu'ils sont de nationalité française, mais ils n'appartiennent pas à l'identité nationale telle qu'elle est dite et pensée. Ils en font pas partie de fait, même s'ils sont des nationaux français. Et c'est du même ordre pour les femmes, où il y a cette séparation entre nationalité et citoyenneté pendant un siècle, quoi. Amour sacré de la patrie, conduit soutien à nos bras. Le récit colonial, en fait, il est intégré au récit républicain, en fait, très rapidement, puisqu'on est dans les conquêtes coloniales à la fin du 19e, et la Troisième République y participe largement, et va continuer à étendre. Évidemment, elle l'a précédé, 1830 pour l'Algérie, par exemple, mais on est dans cette poursuite, malgré les débats, Clémenceau, donc il y a des critiques, il y a des républicains qui sont critiques par rapport à cet empire colonial, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez un récit colonial qui s'intègre tout à fait au récit national, dans la mesure où les conquêtes coloniales ne font que justifier ce destin exceptionnel de la France, qui est justement d'accomplir le progrès du genre humain. Et donc, dans ce progrès du genre humain, ça va être justement l'œuvre de civilisation décolonisée. Donc c'est vraiment autour de cette thématique-là que va se souder finalement ce récit, cette colonisation et ce récit colonial. Donc on peut parler de récit national colonial, autour de cette idée qui a été extrêmement simple et qui a été présente dans les manuels scolaires, là aussi, pour les plus petits, 7-8 ans, qui est qu'en fait, et je reprends donc l'exemple de Brazza, de cette conquête coloniale qui est faite au Congo avec donc cet aventurier Brazza,
où il est présenté avec le drapeau français et présenté comme celui qui va libérer les Africains sur place de l'esclavage. Et donc, partout où le drapeau français, je cite le livre, partout où le drapeau français flotte, il n'y aura pas d'esclavage, il n'y aura que la liberté. Et donc, c'est le rôle de la France, justement, que de libérer les esclaves partout dans le monde. Bon. Donc, on est dans un récit universaliste et très clair. Hein, c'est vraiment une dimension universaliste, c'est-à-dire le rôle de la France est d'émanciper, finalement, de participer à l'émancipation des peuples à travers le monde. Et donc, c'est comme ça que va aussi se propager l'idée en métropole, l'idée que finalement, effectivement, c'est un bienfait pour les colonisés, enfin que cette œuvre colonisatrice est une œuvre de civilisation qui permet aux colonisés de se développer sans jamais évoquer, en tout cas pour ce récit national, sans jamais évoquer la dimension d'assujettissement, la dimension de domination et la dimension de violence qui structure justement la colonisation. Et donc c'est un phénomène extrêmement important dans le récit national parce que cela porte aussi sur cette dimension géographique et d'extension territoriale que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, à nouveau, on a un territoire qui s'étend sur des frontières vraiment extrêmement larges et sur différents continents, et à nouveau, ce qui permet de nourrir cette idée que la nation ne peut survivre et ne peut se perpétuer qu'en s'agrandissant. Donc il y a vraiment cet espace national qui structure le récit national de la grandeur de la France. La France est grande, la France est par nature grande finalement. Donc toute cette thématique de la grandeur de la France, du génie français mais aussi de la grandeur de la France, qui ne peut se réaliser que à la fois dans une unité, dans l'assimilation d'une diversité et dans l'extension géographique de ses limites. Voilà, donc en gros, on est vraiment sur ces aspects-là. Par exemple, dans le manuel Lavis, on a une partie sur la conquête algérienne, et donc pour montrer que on a vraiment une conquête qui s'est faite, alors militaire déjà, mais surtout pour démontrer aussi que c'était dans l'intérêt des populations locales, que cette conquête s'est faite et qu'elle participe encore une fois à la puissance française, donc à la grandeur de la nation, et en même temps dans cette idée que la France ne peut faire que le bien en fait, et donc ça c'était encore très présent dans les manuels Lavis après la Première Guerre mondiale. La France ne peut faire que du bien dans le monde, donc l'aventure coloniale est bienfaitrice pour les populations. Mais qu'on invisibilise, évidemment. Enfin, on est vraiment dans une structure narrative qui va invisibiliser totalement ces populations et ce qu'elles vivent, et ce qu'elles vivent réellement, ce qu'elles vivent dans la réalité. Mémoire. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste dans les mémoires populaires ? Qu'est-ce qui perdure sur plusieurs générations ? C'est très frappant en Algérie parce que, par exemple, ça ressort aujourd'hui, mais l'histoire justement des populations autochtones qui ont été enfermées dans des grottes et auxquelles l'armée a mis le feu, elle avait complètement disparu jusqu'à une période très récente, ce qui explique toutes les plaques de rue en l'honneur des Bugeaud et autres qui ont fait ce genre de choses en Algérie. Par ailleurs, c'est un professeur de l'université d'Alger, par ailleurs un bon colonialiste, mais qui faisait faire des enquêtes par ses étudiants, des enquêtes ethnologiques, on dirait aujourd'hui, auprès des populations, et où justement les populations, plus de 50 ans après, puisque c'est au début du XXe siècle, donc 70 ans après, ont raconté ce que leur avaient transmis parents et grands-parents de cela. Et après, en lisant les mémoires de Ferhat Abbas, j'ai lu que sa grand-mère lui racontait des histoires d'un ogre qui s'appelait Bugeaud. Et donc, Ferhat Abbas, nationaliste algérien de la Seconde Guerre mondiale puis d'après, c'était une transmission sur la longue durée de ces événements-là. C'est un exemple, mais il y en a d'autres aussi. Je me sentis jusque dans l'avenir le plus lointain, parce qu'elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Une étape grandiose vers une ère de progrès immense où les idées de... La décennie antisémite, comme dit Birnbaum, de la fin du 19e. Ça a pu passer, y compris par des intellectuels de gauche, des penseurs de gauche, Proudhon est très connu là-dessus, etc. Ça avait pénétré profondément dans les catégories populaires qui ont, pendant une dizaine d'années, ont manifesté effectivement extrêmement violemment, s'en sont pris aux Juifs, qui étaient loin d'être tous Rothschild et qui justement ont subi beaucoup parce que
Pour une part d'entre eux, ils venaient de l'Empire russe, des pogroms de l'Empire russe, et à ce moment-là. Mais là aussi, c'est pareil, il y a toujours une toute petite catégorie, à la fois de socialistes et de syndicalistes, qui se sont prononcés contre tout de suite. Donc c'est un groupe autour de quelqu'un qui s'appelle Jean Allman, qui avait été communard, qui avait été déporté en Nouvelle-Calédonie, qui était typographe. Alors après, il y a des contradictions, c'est-à-dire que les typographes, ça a été les pires par rapport aux femmes, au travail des femmes. Donc c'est boulé, bon, voilà. Mais à ce moment-là, avec un petit groupe justement de typographes, Jean Allman, ils sont allés combattre les premiers qui se sont opposés à un meeting antisémite à Paris, y compris physiquement. Et donc voilà, donc il y a eu quand même une résistance, mais il y a eu quand même des gens qui ont, y compris très célèbres, qui ont mis un certain temps, par exemple, à défendre Dreyfus, Jaurès et d'autres, que j'ai travaillé moi précisément, après d'autres, mais j'ai travaillé, je pense, plus dans le détail, on peut dire, parce que c'est ça ma marque de fabrique, on peut dire, c'est d'essayer de chercher dans le détail les situations, etc. J'ai travaillé sur les émeutes anti-italiennes de 1894 à Lyon, après l'assassinat du président de la République. Et donc, par un anarchiste italien qui s'appelait Caserio. J'ai travaillé les dossiers judiciaires un par un, j'ai fait des cartographies de qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 3 jours où il y a eu donc des pillages. Enfin, c'était une chasse aux Italiens, quoi, un peu partout, y compris par des milieux très populaires, mais ça commençait par les nationalistes dans les premiers jours, et après ça a été plutôt dans les milieux populaires, où on voit que c'est des gens aussi pauvres qu'eux, qui prennent dans l'épicerie des produits qu'ils ne pouvaient pas acheter, genre du chocolat, etc. Et on voit comment cette xénophobie-là, qui passait aussi par le travail, c'est aussi des gens qu'on payait moins. Et donc il y avait toute une série de textes d'ouvriers qui protestaient parce que on payait moins les maçons italiens que eux, quoi, et donc il n'y avait pas de travail. Enfin, moi je comprends bien ça parce que je connais bien l'histoire du travail des femmes, et l'histoire du travail des femmes, ça a été ça, l'opposition au travail des femmes, y compris dans les milieux syndicalistes, ça a été le fait que les femmes étaient moins payées que les hommes, et que justement c'était un travail, c'était une concurrence dans le travail, quoi, et c'était pareil pour les étrangers. Et donc il y a ces vagues de xénophobie qui sont très constantes, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Questa seta che filiamo ogni giorno a tutte l'ore non è certo per vestire queste nostre nudità. Alors à Saint-Julien-Molin-Molette, il y a eu aussi une immigration italienne. On a fait venir aussi d'Italie des jeunes femmes pour travailler dans la filature. Je tenais beaucoup à leur rendre une identité, qu'elles ne soient pas les Italiennes, c'est-à-dire un groupe sans distinction. Les noms que j'ai indiqués sont pas des noms de fiction, ce sont des noms réels de femmes ayant travaillé à Saint-Julien dans les filatures. Des vrais noms d'Italiennes. J'aurais pu rajouter, mais ça aurait été trop long, même le village d'où elles étaient originaires, car on avait tous ces documents-là. Et ça, c'est une chose merveilleuse de leur rendre, au fond, peut-être justice, mais en tout cas une identité qui leur est niée par l'histoire. L'Église servait réellement de sergent recruteur, parce que ce qu'on voit dans le film, c'est comment un prêtre était envoyé très précisément dans le Piémont, dans les villages, pour recruter des filles pour travailler dans les filatures. Mais le fait que ce soit un prêtre, c'était pour les familles une garantie. Il laissait partir les filles parce que c'était un prêtre qui disait c'est pour la gloire de l'Église et de toute façon les filles seront surveillées par nous, par des sœurs, etc. Et en fait, les sœurs qui les surveillaient, c'était des gardes-chourmes. Les filles étaient casernées et fermées à clé. Et évidemment, tout ce qui leur a été promis n'était jamais tenu. Mais ce qui se passe ici, ce qui s'est passé à Vizille, ce qui s'est passé à Voiron, ce qui s'est passé à Saint-Julien-Molin-Molette, mais ce qui s'est passé aussi dans les faïenceries, par exemple, près de Limoges, eh bien, c'était la même chose. On envoyait des curés comme sergents recruteurs. Alors, il y avait ces deux tendances, parce qu'on est au moment aussi où il y a la loi de 1905,
Donc il y avait les deux tendances, même à l'intérieur de l'Église, d'un côté, disons, des ultra-conservateurs qui servaient à cela, puis de l'autre côté, une partie plus humaniste qui disait « mais l'Église n'a pas à se mêler de ces choses-là ». Il y avait toujours ces deux parties. Le silence sur les femmes est tout à fait assourdissant, pour plusieurs raisons. D'abord parce que elles laissent moins de traces que les hommes. Elles n'étaient pas dans les armées, elles n'ont pas fait de politique, etc. Or, c'est cela que pendant très longtemps, l'histoire a raconté, dont les archivistes ont gardé les traces, etc., etc. Ceci étant, à partir du moment où on a fait l'histoire des femmes, entrepris de la faire, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de traces qu'on ne le pensait. Et que simplement, c'était pas les mêmes. Et qu'il fallait chercher autre chose. Mais en effet, le silence est assourdissant, manque de traces, manque de considération, vraiment immense. Donc, cette séparation du public et du privé, du public que l'on raconte, sur lequel on garde toutes sortes de traces et qui a été pendant très longtemps la trame de l'histoire. Seignobos racontait l'histoire politique. Le mouvement ouvrier lui-même, le monde ouvrier lui-même ne tenait pas tellement à ce que les femmes aillent en usine. On voulait plutôt une ménagère à la maison, c'était l'équilibre du budget, c'était l'équilibre de la famille, et les femmes travaillaient, bien entendu, chez elles ô combien, mais elles avaient toujours un salaire d'appoint. Elles faisaient des heures de couture, elles faisaient des heures de ménage, etc., dans l'interstice de leur travail habituel. Et puis quand le travail à domicile avec la machine à coudre est arrivé, alors là, elles ont travaillé des heures, des heures, des heures. Mais on n'aimait pas trop les voir en usine. Ceci dit, elles y étaient. Et de ce point de vue-là, la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, a joué un rôle très important, puisque les femmes ont remplacé les hommes dans les usines métallurgiques où elles n'étaient pas habituellement, et du coup, elles sont devenues des ouvrières à part entière. Alors, le syndicalisme était assez macho. Il ne faut quand même pas oublier que Proudhon est un des pères de la doctrine syndicale. Alors Proudhon était vraiment macho. Ça, il n'y a pas de doute. Il disait pour les femmes, courtisanes ou ménagères. Enfin, pour les femmes, il n'y avait pas d'autre solution. S'ils n'étaient pas ménagères, elles étaient courtisanes. Voilà. Et lui, personnellement, il était tout à fait hostile au travail industriel des femmes. Voilà. Et puis, il ne voulait pas les femmes dans l'espace public. Il avait vraiment des idées très 19e siècle. Il respectait les femmes. Oh oui, bien sûr. Il a eu une femme et 2 filles, d'ailleurs. Mais à la maison. Dans leur rôle, à la maison, dans la famille. C'est dire que le syndicalisme d'action directe n'est pas féministe. L'enjeu du récit national, c'est de créer un endettement envers la population, et que la population se sente aussi finalement associée au destin de la nation. Donc on pourrait parler de nationalisation du passé qui se fait progressivement, mais surtout à la fin du 19e, par rapport à l'essor du nationalisme aussi, qui a été travaillé notamment justement pour cette période-là par quelqu'un comme Gérard Noiriel, qui a bien montré aussi quels sont les ressorts de cette nationalisation auprès des individus où le référent national prend de plus en plus de place. Eh bien, il y a une nationalisation du passé comme cela à travers la transmission d'un récit national qui cherche à faire correspondre la population à la nation, à une entité qui serait la nation. Et donc à faire correspondre le fait aussi que, à faire croire, et là aussi on est dans l'imaginaire, à faire croire à la population que finalement son destin est complètement imbriqué au destin de la nation française, au destin de l'État-nation. Donc c'est tout ça ce qu'on peut appeler la nationalisation du passé, c'est un contrat, c'est vraiment un contrat, moi ce que j'appelle un contrat social en fait, le récit national est un contrat social
qui joue sur cette idée, sur cette croyance que mon destin particulier à moi est directement lié, et mon existence et ma survie est directement liée à la survie de l'État-nation. Vous avez effectivement un récit national qui nourrit un nationalisme, le courant nationaliste de la fin 19e et du début du 20e siècle, ce contre quoi justement Lucien Febvre, après la Première Guerre mondiale, va s'élever en disant que les historiens ne doivent plus servir la cause nationaliste. C'est sa fameuse formule « l'histoire qui sert est une histoire serve », où il faut garder une certaine neutralité contre justement le nationalisme. Amour sacré de la patrie. Pourquoi on peut dire qu'effectivement il y a la formation d'un nationalisme autour de ce récit, c'est qu'il va identifier la France à une personne en fait. Il y a une personnification de la France qui est déjà là. À la fois dans l'horizon d'attente, il faut que la France accomplisse le progrès du genre humain, et à la fois comme si finalement la France avait toujours été là, dans une sorte de données immuables et ahistoriques. Donc comme si on ne pouvait pas finalement définir une histoire vraiment scientifique de l'évolution de la nation française à travers énormément d'apports, mais de considérer que la nation est une personne, enfin la nation française est une personne, et qu'elle a donc aussi des traits de caractère propres à elle. Donc c'est aussi ça l'intrigue dite universaliste, c'est des traits de caractère, c'est les origines évidemment, ce trait des origines qui va ponctuer en fait l'enseignement de l'histoire de France aussi à travers les Gaulois, etc., etc. Donc on a vraiment une mise en scène d'une nation qui devient une sorte de code en fait, qui est très codifié, qui est figé et qui est transmise finalement à rebours des données scientifiques qui vont avoir lieu tout au long du XXe siècle, et ce contre quoi les annales vont justement s'élever. Donc l'école des annales s'élève vraiment, entre Lucien Febvre et Marc Bloch, s'élève contre justement cette histoire nationale qui personnifie la France dans quelque chose d'immuable, de toujours là et devant accomplir le destin de l'humanité. On a un transfert de sacralité. Anne-Marie Thiès a travaillé sur la création des identités nationales, Éric Hobsbawm sur l'invention de la tradition aussi, c'est ce qu'ils ont bien décrit. Bon, ce qui est vrai, c'est que les manuels scolaires, quand on les regarde, ceux qui ont été faits par la Wyss notamment, et la particularité de la France aussi, c'est d'enseigner l'histoire à des jeunes, contrairement à d'autres pays où l'histoire enseignée commence un peu plus tard. Là, on a vraiment un enseignement avec la Troisième République, un enseignement de l'histoire qui va donc commencer dès l'âge de 7-8 ans. Donc vraiment jeune, et autour de la nation, c'est vraiment très centré sur la nation française. On n'est pas du tout dans une histoire internationale ou mondiale, pour reprendre un terme d'aujourd'hui. On est vraiment plutôt centré sur une histoire nation, une histoire de la nation française. Et donc évidemment, les manuels scolaires vont être un fil conducteur de ce récit-là à travers les instituteurs, les différentes régions de France, très variées. Mais on va avoir justement un même récit porté par ces manuels-là, ce qu'on appelait les petits Lavis ou les manuels Lavis, qui vont évoluer aussi, il faut le dire, il faut le préciser. C'était aussi le travail d'Olivier Loub, donc justement, qui a travaillé sur les successions d'éditions des manuels Lavis entre la fin du 19e et les années 1920. Donc 1920-30, on voit quand même une légère évolution vers un discours moins nationaliste, mais effectivement on est vraiment sur ce socle qui propose à la fois des intrigues, et j'en ai parlé de ces intrigues-là sur le programme du genre humain, qui destinent la France à un rôle particulier universel, et en même temps donc on va présenter aux enfants des figures exemplaires. En fait, ce sont des figures héroïques. On est vraiment sur la conception d'une histoire morale, et d'une histoire qui éduque. Et qui éduque comment ? Par justement la mise en avant de personnages. J'ai parlé de Saint-Louis, je pourrais parler de Vercingétorix, de Clovis, et de Napoléon et de Louis XIV. Il y a tout un panthéon de personnes en fait, qui sont présentées telles que des modèles éducatifs. Ça va au-delà finalement de l'enseignement de faits historiques. On est vraiment dans une éducation morale, une instruction civique, pour reprendre des termes de l'époque, où en fait, de par l'histoire, on va aussi éduquer les enfants à travers l'identification à des figures exemplaires.
Donc on considère qu'effectivement, cette transmission-là doit former les futurs citoyens, mais vraiment dans une dimension éducation morale et à travers l'admiration. Donc c'est un ressort qui est déterminant. C'est un ressort justement qui va connaître une mutation profonde à la fin du XXe siècle, où on sera moins sur l'admiration. Mais là, on est vraiment sur le ressort de l'admiration, admirer des figures historiques, et donc avec des enfants qui doivent apprendre, donc c'est par des images, donc les manuels scolaires sont avec des images aussi, hein, donc par des images qui éduquent. Et puis à côté des manuels, effectivement, on a aussi d'autres choses qui sont des supports du récit national. Alors on a des fêtes, évidemment, pour le 19e, Maurice Agulon, qui a bien montré les fêtes citoyennes, les Mariannes, donc on a ces supports-là. Et puis on a au début du XXe siècle aussi, à partir de la fin du 19e avec la célébration du 14 juillet, donc il devient une fête nationale, c'est la première du calendrier républicain, et ensuite à travers la fête Jeanne d'Arc et avec le 11 novembre, on a aussi ces moments particuliers qui vont être considérés comme un support de l'apprentissage de l'histoire nationale, soit à travers des événements un peu plus anciens, c'est 1789, le 14 juillet, soit avec des événements beaucoup plus récents. Avec le 11 novembre, évidemment, c'est l'hommage aux combattants, aux morts pour la France. Et là, on va considérer effectivement qu'on a des supports essentiels pour apprendre de l'histoire de France et poursuivre ce récit national. On a beau avoir une république laïque, n'empêche qu'elle se dote de différents rituels et d'un récit sur elle-même qui la sacralise, qui va sacraliser la nation, et finalement qui va constituer un récit autour de, moi, ce que j'ai appelé l'endettement, un récit d'endettement, c'est-à-dire que finalement la nation doit être apprise, l'histoire de la nation doit être apprise parce qu'elle nous apprend ce qu'on ce qu'on doit à la nation française, et on va le voir d'une façon tout à fait très typique pendant la Première Guerre mondiale. En fait, c'est une sorte de la scène ultime de cet endettement, c'est se sacrifier pour la nation, mourir pour la nation, et donc ça va être l'intitulé mort pour la France qui apparaît en 1915. Donc on est sur toute cette sacralité-là, effectivement. Et ces deux forces, disons, qui sont... alors évidemment, l'Église catholique est beaucoup plus influente que tout le courant de pensée anticlérical, laïque ou libre penseur, mais il a une importance. Il y a eu une opposition entre deux forces, les catholiques, qui étaient quand même la force dominante, et puis tous ces anticléricaux, libre penseurs, etc. Et à Lyon, c'est caractéristique parce que quand on visite Lyon et qu'on voit la basilique de Fourvière, à côté on voit quelque chose qui ressemble à Tour Eiffel, et qui en fait a été construit par les anticléricaux qui avaient fait un restaurant sous la Troisième République. Dans ce restaurant, on mangeait tous les vendredis, bien sûr, gras, et particulièrement on faisait un banquet le vendredi saint. Et donc voilà, c'est la force, c'est-à-dire que partout l'Église catholique elle est très forte, ce qui était le cas dans la région lyonnaise. Il y a eu des anticléricaux. Et donc, dans toute l'histoire, c'est aussi là, dans cette région, qu'il y a eu, parmi les premières municipalités laïques, en 1865, donc avant la fin de l'Empire, et donc il y a des écoles de filles laïques à Lyon, à Saint-Étienne, etc. Les loges maçonniques de différents ordres et obédiences ont eu un rôle très important au XVIIIe siècle, et pas seulement au XVIIIe siècle. Et c'est par là aussi que sont passées les idées de la libre pensée, de l'athéisme même, et ces loges, alors là c'est aussi quelque chose de découvert en faisant l'histoire des Antilles, elles ont eu un rôle très important aux Antilles, les loges maçonniques, justement pour organiser une société politique. Qui passait par là et qui passait par l'intégration de ce qu'on appelait les libres de couleur avant la Révolution et les deux abolitions de l'esclavage.
Il y a toute une histoire autour évidemment de la célébration de Jeanne d'Arc, mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'elle prend les armes, c'est une sainte, donc elle associe deux aspects fondamentaux de l'Ancien Régime, de la société même médiévale, je dirais, même si c'est la fin de la société médiévale, et en même temps elle arrive comme figure héroïque de l'histoire de France à un moment où justement on va construire un nouveau récit à l'époque moderne. Alors pourquoi Jeanne d'Arc va rester ? En fait, c'est parce qu'elle peut s'adapter aussi au récit républicain dans la mesure où elle est une figure d'endettement par rapport à ce qu'elle a produit, ce qu'elle a pu faire. Donc elle voulait défendre son roi, mais en fait, évidemment, on va la retravailler en termes national, d'un symbolique national, puisqu'il s'agit évidemment de défendre un territoire qui est attaqué par les Anglais. Donc là, on a en fait toute la rhétorique autour de celle à qui on doit finalement la survie du territoire national. Alors, ce qui va se passer aussi, par exemple, avec les résistants, où on va rendre hommage aux résistants, mais plutôt des hommes, c'est vrai, et très peu des femmes, jusqu'à très récemment. Mais en tout cas, elle apparaît comme celle qui, effectivement, s'est élevée contre l'invasion anglaise et qui aura permis, finalement, la survie de la nation française. Ce qui va très bien aussi au récit républicain, et elle est intégrée complètement au récit républicain jusqu'à ce qu'on fasse une journée de commémoration après la Première Guerre mondiale. Donc, pour célébrer la victoire, parce que je ne l'ai pas dit, mais la dimension de la victoire est essentielle. Dans un récit national, je dirais assez général, mais le récit national traditionnel et le récit français aussi, la notion de victoire militaire n'est pas simplement une bataille remportée, mais c'est vraiment l'idée que, à travers cette victoire, ce pays-là, cette nation-là survit. Cette victoire permet la survie de cette entité politique, de ce groupe. Le récit national français aussi s'est tissé, s'est fondé sur cette fameuse question des frontières naturelles, à travers les montagnes, les Pyrénées, les Alpes, le Rhin, c'est un fleuve, les mers. Ce qu'il faut comprendre de cette géographie-là et de cette mise en perspective, je dirais, géographique, c'est la naturalisation, en fait, de la France. Je parlais de la personnification tout à l'heure, la France comme une personne, on parlait de la sacralité tout à l'heure, mais en fait, effectivement, il y a le processus de naturalisation, c'est-à-dire de considérer la France comme du naturel, comme un état naturel, et finalement qui a pris place au fur et à mesure. Alors, dans sa première, je dirais, version géographique, parce que la deuxième version, c'est l'Empire colonial, quand même, mais dans sa première version géographique, le récit national consiste à faire croire qu'en fait, au fur et à mesure des siècles, la nation française est devenue ce qu'elle devait devenir. On est là dans un récit téléologique. Et donc, à travers justement cet espace des frontières, Pyrénées, Alpes, Rhin, la Manche, l'océan Atlantique évidemment, et donc qui en sert un territoire qui est considéré comme naturel. Et évidemment, toute velléité, toute demande ou revendication sur ce territoire-là est vue comme une amputation, comme une menace en fait, comme une menace, comme une amputation de cette nation dite naturelle en fait, d'un point de vue spatial. Là, on est vraiment sur la dimension spatiale, mais qui est fondamentale. Il y a une distanciation entre une école historiographique avec l'école des Annales, et puis après la poursuite avec le Brodel qui va continuer. Il y a vraiment une distanciation entre l'historiographie et le récit scolaire. Donc il y a vraiment une distorsion, je dis une distorsion, mais c'est plutôt une distorsion, et une séparation assez nette entre le récit scolaire, notamment en primaire en fait, et l'historiographie, et les acquis historiographiques, et la science qui avance, et vraiment qui avance effectivement de manière déterminante. Je veux dire, l'école des Annales dans l'historiographie, c'est déterminant, qui reprend la prétention scientifique de l'histoire, comme les méthodistes, l'école méthodique, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, mais pour le coup en se mettant en retrait par rapport à toute histoire nationale. Parce qu'en fait, et pas simplement en France, dans les autres pays c'est pareil, en Allemagne c'est pareil, les écoles historiques se sont fondées aussi avec la rédaction,
avec la rédaction, la publication pendant des années d'histoire nationale. On a commencé, enfin souvent c'était ça. Et c'était dans une prétention scientifique. Et c'était souvent dans une prétention, enfin dans le sens nationaliste. C'est-à-dire c'était aussi pour montrer que, regardez, cette histoire-là, elle est vraiment supérieure à celle, enfin elle montre que la nation est supérieure aux autres nations. Hein. Donc on était aussi dans cette dimension nationaliste. Donc là, en fait, on n'est plus du tout là-dedans à partir des années 30, des années 20 et 30. On a vraiment une remise en cause de ces histoires nationales qui sont en fait des ferments de nationalisme. Et en même temps, on a effectivement ce récit scolaire qui se perpétue, même s'il évolue un petit peu, mais qui se perpétue quand même au travers des grandes figures. Donc là, cette question-là, elle est comment dire, on a vraiment deux façons de faire l'histoire qui s'opposent, et de dire l'histoire qui s'oppose, c'est-à-dire une classique autour des grandes figures, qui ont construit la nation française, alors que du côté des annales, au contraire, on est vraiment dans la remise en cause des grandes figures, et de l'histoire sociale, et l'importance de l'histoire économique, de l'histoire sociale, et absolument pas au travers des... Et donc une mise en cause des biographies, par exemple, de cette figure-là, du travail historique de la biographie qui était là assez dominante auparavant et qui est complètement remise en cause. Donc on a vraiment une différence qui se fait à ce moment-là. Cette bande d'esclaves. Cette horde. Oh, une bande, une horde. Je vois pas la différence. Enfin. Allez, attention. 1, 2, 3. Que veut cette horde d'esclaves, de rois, de tyrans conjugués? Conjurer, test d'ail. Oh, conjurer, conjuguer. Tu vois, cette chanson, elle est pleine de mots qu'on peut pas prononcer. Et moi, je renonce. Questa seta che tessiamo, che bagniamo col sudore, non ci fa certo arricchire, ma ci lascia in povertà. Jeanne d'Arc de Michelet. L'histoire est telle. Une enfant de 12 ans, une toute jeune fille, confondant la voix de son cœur avec la voix du ciel, conçoit l'idée étrange, improbable, absurde si l'on veut, d'exécuter la chose que les hommes ne peuvent plus faire, de sauver son pays. Elle couvre cette idée pendant 6 ans, sans la confier à personne. Elle n'en dit rien, même à sa mère, rien à nul confesseur. Sans nul appui de prêtre ou de parents, elle marche tout ce temps avec Dieu dans la solitude de son grand dessein. Elle attend qu'elle ait